Bah, j'ai payé pour voir, comme on dit au poker, hein. J'étais plutôt avant Church. C'est une maison anglaise, mais ils ont été rachetés par Prada et ils ont fait de la merde après. Donc j'ai arrêté Church et je me suis intéressé à Weston. On m'en parlait tout le temps. Et comme j'étais fidèle à... Quand tu es fidèle à une maison qui te plaît, en général tu restes à Church, qui avait toujours jusqu'à là fait des très bonnes choses. Et quand ils ont été rachetés par Prada, là j'ai arrêté. Surtout que j'avais acheté une paire de pas de tennis, mais de comment on appelle ça? Oui, de basket noir, un peu à la mode, fabriqués en Italie. Alors j'avais été surpris. La vendeuse m'avait dit non, ils sont fabriqués en Italie. Je fais mais comment ça se fait? Church normalement fait tout en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait bon, voilà. Elle m'a pas dit que ça avait été racheté par Prada. Et bon, je les prends quand même parce qu'elles étaient quand même très bien dessinées, elles étaient très bien... au niveau design, c'était génial. Un an après, elles étaient même pas cousues sur le côté, elles étaient collées. Donc elles m'ont lâché irréparable, hein. Quand ça lâche, ça lâche, hein. Au bout d'un an et demi ou 2 ans, normalement, ce genre de chaussures devrait tenir. Alors, je me doutais qu'elle tiendrait moins qu'une paire de chaussures classiques que faisait Cher. Mais là, 1 an et demi, normalement, on s'attend à 5, 6, 7 ans. Je savais que ça serait moins qu'une autre paire de chaussures. Ça serait pas 30 ans comme les autres paires, quoi. Ouais. Mais là, waouh, même pas 5 ans. 1 an et demi après, je l'ai jeté. Irréparable, irréparable. J'étais déçu que Prada rachète Church et en face une saloperie, quoi. C'était ignoble ce qu'ils faisaient. Ils ont voulu faire des chaussures mode, c'était... Oui, ça plaisait peut-être à certains avertis du marais, mais pas plus, quoi. Le vrai calcéophile, il est tout... Il regardait ça, mais on se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont massacré? Et tous les amateurs de Church ont basculé, soit c'est chez Weston, soit d'autres marques sérieuses, quoi. Ouais. En revanche, je leur ai acheté aussi une paire de gants et je les ai toujours. Ils sont là, Prada, au niveau des gants, fabriqués en Italie, il n'y a pas de problème, ils sont bons. Revenons à Weston, puisque là je parlais de Church, mais là c'est Weston. Weston est une institution qui a été créée en 1869 ou un truc comme ça. Enfin, m'en veux pas si c'est 66 ou 68, mais en 1860 et quelques. Et bien sûr, le mocassin a été fait après, hein. Au départ, il faisait des bottines, hein. Et donc, le mocassin doit dater des années... fin des années 40, début des années 50, pas avant. Puisque c'est une inspiration américaine, le mocassin, fait par les Indiens. Et tout de suite, le 180 a été un grand classique, puisque la plupart des jeunes gens qui habitaient dans les beaux quartiers de Paris se sont appropriés ce modèle. Il s'est même appelé à un moment, avant de s'appeler 180, il s'est surnommé même le Janson de Sailly, parce que tous les collégiens et lycéens du lycée Janson de Sailly le portaient. Donc ça veut dire que tous ces jeunes gens étaient plutôt patriotes, d'une certaine façon, puisqu'ils portaient un modèle français, alors que tous ceux qui portaient des Church, il y avait l'école Church et l'école Weston. Et ceux qui portaient des Church étaient plutôt considérés comme des anglophiles. Moi, j'ai surtout porté des... En fait, c'est un hasard que j'ai porté des Church au départ, puisque je passais souvent devant le magasin Old England. Old England qui n'existe plus. Et j'étais fasciné par ces paires. J'avais 16, 17, 18 ans. Et, euh, et à un moment, j'ai travaillé dans un petit chantier pour me faire un peu d'argent pendant 3 mois. Et j'ai réuni une somme d'argent qui me permettait d'acheter une paire de Church et puis deux, trois vêtements chez Old England. Et j'étais content, c'était un modèle Alors, avant d'acheter des mocassins, chez Church, hein, j'ai acheté aussi des Church mocassins, mais avant d'acheter ces mocassins, j'avais acheté une paire de Brog Derby, je crois que c'était le modèle Chechwing ou un truc comme ça. Et donc j'étais ravi de tout ce que faisait Church.
avant que ça soit racheté par Prada. Là, je persiste et signe. Et après, j'ai basculé donc chez Weston. Le Weston de la rue de Rennes, où c'est un magasin vraiment formidable. Ils ont un choix extraordinaire. On peut faire réparer ses chaussures aussi chez Weston. Ça, c'est. Church, non. Church, il- tu ramenais tes chaussures chez Church, il te disait, bah, par exemple, rue du Dragon, aussi, j'allais aussi rue du Dragon pour la boutique Church, et il te disait, non, non, bah, allez voir un cordonnier, quoi. Tu pouvais pas faire autrement. Alors que Weston ont une section dans leur usine, réparation, ils te les reprennent de A à Z, et tu fais même partie d'un petit club de ceux qui ont eu leur Weston réparé. Ils t'envoient une petite carte avec, c'est sympa, quoi. C'est marrant, quoi. Et tes Weston sont même des fois de meilleure qualité que quand elles sont neuves, quand elles sont réparées. Elles sont renforcées. Ouais, ouais. Alors que Church, bon, bah, peut-être parce qu'ils sont anglais et que c'est en France, alors peut-être qu'en Angleterre, à l'époque, il y avait un moyen de faire réparer ces Church chez Church, mais en France, non, impossible. T'es obligé d'aller voir un bon bottier, un bon, je veux dire, cordonnier qui connaisse ces marques et qui sache les réparer. Sinon, et puis t'as des cordonniers. Alors, bien entendu, très important. Si tu rentres chez un cordonnier qui fabrique des clés enfin, qui fabrique des clés, qui fait autre chose aussi que de la cordonnerie, rebrousse le chemin parce qu'ils sont pas capables de réparer des bonnes chaussures. Ils sont capables de faire des talons pour des chaussures de nana, pour des mauvaises chaussures en plastique que tu as acheté chez André ou le chaussure, pas de problème. Mais sinon, si tu as des bonnes chaussures, non, non, rebrousse le chemin parce qu'ils vont te les massacrer. Ça, c'est indéniable. Je parle du petit artisan, entre guillemets, euh, cordonnier qui fait de la talonnette, qui fait de la serrurerie. Lui, tu sais, le truc express, là, réparez votre talon en moins de 10 minutes et faites vos clés en moins de 20 minutes. Euh, c'est très bien pour des mauvaises chaussures. Il va te les réparer, enfin, il fera ce qu'il peut. Il va les recoller. Il te fera tes clés, il va être double. Mais si tu as des très bonnes chaussures, il va te les massacrer. Ou il va te dire non, je suis pas capable de changer la semelle, etc. Il n'aura pas forcément tout ce qu'il faut parce qu'il n'est pas formé pour. Un vrai cordonnier, normalement, est capable de fabriquer une paire de chaussures. Alors la plupart du temps, il ne le fait pas parce qu'il est tellement débordé à réparer des chaussures qu'il n'a pas le temps de fabriquer des chaussures. Mais normalement, il est capable, un vrai cordonnier est capable de faire des chaussures, normalement. Alors, pas tous les modèles, mais un modèle basique, il est capable de le faire. Ah, sur Paris, il y en a beaucoup. Sur Paris, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est en province. Alors, en province, il y a plus rien. Un peu à Bordeaux, un peu à Lyon, mais sinon, dans les autres villes, il n'y a plus rien. Tu as très peu de cordonniers et bottiers qui sont capables de faire des chaussures. Et t'en avais, mais soit ils sont vieux, soit ils sont morts, certains viennent de s'installer, mais Bordeaux et Lyon, c'est tout. Non, non, Paris, non. Paris, il n'y a pas de problème. Tu veux faire réparer Tu veux faire changer tes semelles de chaussures, faut compter entre 120 et... À l'époque, moi, c'était 120. Mais maintenant, je crois que c'est dans les 160, 180 pour changer entièrement la semelle. Voilà. Ce qui implique de- d'enlever la semelle et de les recoudre soit de façon Goodyear, soit de façon black, ou si tu as des modèles un peu plus rustiques, style norvégien. Norvégien, c'est un bon bottier parce que c'est très chiant à faire. C'est de la couture avec des nœuds, etc. Bon, c'est pas évident. Un Guzzi Goodyear, tu peux les faire ressemeler entièrement, c'est-à-dire changer la semelle et remettre des nouvelles semelles et cousues entre 5 et 10 fois.
Je veux dire, 10 fois, tu vis pas une vie. 10 fois, c'est espacé sur 100 ou 200 ans, quoi. En admettant que tu achètes tes premières Church ou Weston ou d'autres bonnes chaussures, cousu Goodyear, à l'âge de 20 ans, si faut vivre au moins 120 ou 140 ans pour la même paire de chaussures pour la faire ressembler 10 fois, quoi. Au moins, minimum, ouais, même plus que ça. Alors, il y a deux sortes de calcéophiles. Il y a les gens qui préconisent de jamais mettre de topi, pour ceux qui ont des semelles en cuir en dessous, hein. Il y en a qui disent non, non. Si tu habites Paris, Londres ou une ville où il y a des bons trottoirs, t'as pas besoin de mettre un topi pour protéger la semelle. Il suffit de temps en temps tu mettes un peu de graisse, tu entretiennes ta semelle et c'est bon. Et puis il y a ceux qui disent non, non, bah, il y a des fois où tu te retrouves à la campagne et tu dois marcher sur des pierres, sur des terrains un peu accidentés. Et si t'as pas des. Tu peux te retrouver avec des chaussures de ville et avoir des semelles pas protégées. Et donc là, tu vas pas changer. Tu vas pas, au bout d'un moment, user tes semelles. Faut savoir que chaque fois que tu changes entièrement, tu fais ressemeler entièrement une semelle, c'est 180 € maintenant. Donc ils se disent, bah non, on va mettre des topis pour essayer d'espacer, de protéger un maximum. Mais les chaussures, bah, au bout d'un moment, si t'as pas mis des topis ou quelque chose qui ressemble à des topis, topi c'est une marque, hein, mais quelque chose qui soit en caoutchouc dur ou en plastique sur tes bonnes semelles en cuir, bah il n'y a pas de cordonnier ici qui sache changer une semelle, c'est impossible. Donc vaut mieux mettre des topis tout de suite. Ou l'équivalent de topi. Enfin, quand je dis topi, c'est, c'est comme on dit frigidaire pour des réfrigérateurs, quoi. S'il est à Paris, il va se dire oh, bah, tu charries quand même, parce que si ces topies sont mal faites, sont mal collées, l'humidité, à Paris, il pleut souvent. Alors, je parle même pas de Londres, alors là, c'est encore pire. L'humidité peut s'installer entre la semelle et le topi. Et là, ça peut pourrir tes semelles. C'est carrément, s'il y a de l'eau qui s'est infiltrée ou de l'humidité qui s'est infiltrée entre la semelle et le topi, là, ça peut aller même jusqu'au massacre, hein. Mais en principe, si c'est bien collé, il n'y a pas de problème. Il y a même ceux qui mettaient, moi j'en étais fan, mais c'est dangereux, de mettre des fers devant. Alors, ça c'est bien, parce que ça empêche l'usure du devant de la chambre, mais aussi d'en mettre derrière, sur le talon. Et là c'est plus dangereux, parce que tu risques de lisser. Donc au départ j'étais fan de mettre des fers sur les talons, et puis je me suis aperçu à l'usage que c'était dangereux, et donc j'en mets plus. Mais j'en ai mis longtemps. J'ai mis des fers sur mes talons. L'idéal, c'est de mettre des fers incrustés. C'est-à-dire qu'il faut découper un peu de matière et mettre à la place de. Ça, à la limite, ça peut aller. Mais la plupart des cordonniers ne le font pas. Ils vont se contenter de clouer des fers devant et derrière, et c'est pas bon, ça. L'idéal, c'est. Moi, je pense maintenant qu'il ne faut pas mettre de fer à l'arrière. Et à l'avant, il faut une incision pour que le fer devant soit incrusté et vissé, avec des vis pas en fer, mais en cuivre ou en laiton. N'oublie pas que ta semelle est cousue, hein. Cousu Goodyear, cousu Black rapide, et pour ceux qui aiment les chaussures un petit peu costauds, un petit peu rustiques, cousu norvégien. Mais ça se voit, le cousu norvégien, faut aimer, hein. C'est un style spécial. Pour des grosses chaussures, pour style Avoriaz, comme font certaines marques, oui, Edgewing ou d'autres, voilà. Mais moi j'aime bien le cousu norvégien, mais sur certains modèles, hein. Sur des chaussures un peu fines, ça va pas du tout. Il y a une mode maintenant de faire du cousu norvégien sur des chaussures genre Richelieu. Sur un Richelieu, je trouve que c'est un peu quand même abusé. Parce que le Richelieu, c'est un cousu black ou ça sera un cousu Goodyear, bien sûr. Mais au-delà, ça reste une chaussure assez fine. Un cousu norvégien, c'est plus pour des chaussures de montagne, des chaussures où tu vas
mettre tes chaussures dans l'eau, dans la glace, dans la neige. C'est plus pour... S'il y a un modèle chez certaines marques, comme le modèle Avoriaz, c'est pas pour rien, c'est que c'est des chaussures de montagne. Donc le cousu norvégien s'y prête, mais pas pour des chaussures fines. Voilà. Je vois pas, par exemple, des chaussures italiennes avec un cousu norvégien. Non, ils ont des cousus black ou Goodyear grand maximum. Voilà. Le black, ça serait plus pour des chaussures très fines. Faut pas que la couture se voie, donc c'est très rentré. Le Goodyear, c'est avec un intermédiaire, une trépointe. C'est un morceau de cuir qui va faire la liaison entre la semelle et le dessus qui s'appelle donc la tige. Et le cousu norvégien qui est un truc un peu avec des gros nœuds à chaque fois, tout autour, et ça se voit en plus. Donc, si c'est une chaussure un peu rustique, quand tu as des gros nœuds sur le côté, au contraire, même, c'est sa preuve de solidité. Tu te dis, waouh, ça, c'est des chaussures qui vont durer toute la vie, et c'est vrai. Mais si c'est des chaussures fines avec un cousu norvégien, non, ça va pas aller. Faut qu'il y ait aussi une harmonie, faut que ça soit esthétique, quoi. Il y a des gens qui aiment la fantaisie. Ça existe. Ah oui. T'as certains créateurs qui veulent changer. Ils se disent, ah bah tiens, ce modèle existe depuis longtemps. Euh, je veux, je veux faire une petite création. Tiens, bah, on va faire un one cut, qui est la chaussure la plus fine qui existe. Ah bah tiens, avec un cousu norvégien. Bon, tu te dis, waouh, c'est du délire, mais pourquoi pas, hein. Et c'est de la création. Alors le one cut, c'est une chaussure. Ça, c'est donc un Richelieu, bien sûr, avec une fente. Mais au lieu qu'il y ait plusieurs morceaux de cuir, tu as, c'est uniquement, alors là, c'est une prouesse du bottier, c'est un seul morceau de cuir. Un seul, avec une petite couture derrière, c'est tout. Il y a pas de... Là, par exemple, tu vois, tu as un, deux, trois morceaux de cuir, là, sur cette bottine. Tu as un contrefort, tu as les côtés, et tu as le devant. Là, tu as déjà trois morceaux, et c'est pas beaucoup. Tu as des chaussures où tu as beaucoup plus. Tu as, un bout droit, des fois tu as des petites coutures sur le côté. Enfin, bon, la tige peut être travaillée. Eh ben, le one cut, non. C'est juste une couture derrière, hein, qui se voit à peine. Ça, c'est la chaussure la plus fine qui existe, et c'est un Richelieu. Et bien sûr, si tu fais un cousu norvégien sur ce genre de chaussure, on voit plus la couture que le reste de la chaussure, quoi. Ça va pas du tout. Mais certains créateurs qui ont du talent, certains grands bottiers qui veulent vraiment, mais ils le font exprès, et ils vont chercher quelque chose d'extravagant pour mettre en avant leur travail, quoi. Et tu vois tout de suite que bah, le gars, il est expert, il a cassé le code, il a cassé les codes de la finesse pour faire quelque chose de, de brut sur quelque chose de fin. Mais les deux contrastes se complètent. Mais ça, c'est du talent, quoi. C'est du talent à l'état pur. Seul un grand bottier capable de Cortet, par exemple, est capable de le faire. Bien évident que des petites maisons qui n'ont pas d'expérience ou qui font des chaussures classiques ne pourront pas le faire. D'ailleurs, ils ne se lanceront pas parce qu'ils ne les vendront pas. Euh, donc, seuls quelques créateurs, en grande mesure, c'est-à-dire pas en prêt-à-chausser, hein, en grande mesure le feront. À la demande du client, d'ailleurs. Cortet n'est pas... Et là, par exemple, je crois une grande maison comme Cortet va demander à un client ce qu'il aime. Cortet lui-même propose un modèle qui est pour lui son modèle emblématique, qui est le Orca. C'est une sorte de derby qui ressemble à un Richelieu, parce qu'il est dans la finesse du Richelieu, mais c'est en fait un vrai derby qui est très fin, avec simplement deux œillets, très très fins. Et c'est son modèle qu'il a fait sortir du bois, qu'il a rendu célèbre. Mais il fait d'autres modèles, hein, il fait tout ce qu'on veut. Il fait même, exceptionnellement, un client qui débarque chez lui, lui demande, tiens, je veux tel modèle qui existait dans les années 1920.
avec une tige haute, avec du tissu en haut. Est-ce que vous pouvez me le faire? Il le fera, hein, sans problème. Au contraire, même, il prendra plaisir à faire une chaussure qu'il n'a pas l'habitude de faire. C'est un challenge. J'aime pas utiliser des mots anglais, mais ce mot est vraiment emblématique. Ça sera un vrai challenge pour lui. Et il aime le challenge. Un vrai bottier aime le challenge. Il n'aime pas faire la même deux fois la même paire. Imagine un bottier qui fait deux fois la même paire pour deux clients qui se succèdent et qui lui demandent la même chose. Imagine même un troisième client qui débarque, qui va lui demander aussi la même chose. Bon, une, deux, trois paires, ok, mais si c'est un quatrième qui débarque et qui lui a encore la même chose parce qu'il a vu les trois autres lui demander un modèle qui leur plaisait, non. Il aime changer. Je parle d'un bottier qui fait du sur-mesure, bien sûr, hein. Il aime changer. Alors, en général, ces bottiers sont des bottiers qui ont une équipe de 5, 10, 15 personnes, pas plus. Je parle pas de Weston, hein, là c'est une manufacture. Weston est une manufacture qui fait tout le temps les mêmes modèles, hein. De temps en temps, ils peuvent s'amuser comme John Lobb pour la Saint-Crispin, qui est le 20 octobre, qui est la fête des saints, le saint des bottiers, font un modèle emblématique, un peu nouveau, une création, mais sinon, même John Lobb, Weston fait toujours les mêmes modèles, hein. T'as le Lopez, qui est leur mocassin classique, l'équivalent du 180 d'ailleurs de chez Weston. Chaque grand bottier, chaque grande marque de chaussures, de chaussants, de souliers a son mocassin évidemment. Donc il n'y a pas que Weston qui fait son 180 à lui, hein. Chacun a son. Parce que le mocassin, c'est quand même la chaussure la plus facile à enfiler. Euh, en plus, alors moi j'aime pas les mocassins noirs, mais je dois avouer que ça peut aller avec un smoking. Tu, tu mets des, tu mets des mocassins noirs, bah, je veux dire, qui va regarder tes chaussures quand tu portes un smoking? On va regarder ton smoking. On va pas regarder. Si, on peut regarder tes chaussures, mais on verra des modèles noirs. Ça va, il n'y a pas de problème. C'est un peu une hérésie de mettre des mocassins avec un, un costume qui est quand même des plus formels, quoi. Mais pourquoi pas? Faut quand même pas non plus être trop psychorigide non plus des fois. Moi-même, il m'arrive d'être un peu psychorigide, puis en fait, je me dis non, bah ça va, il y a une harmonie. S'il y a une harmonie, si c'est joli, si c'est gracieux, si ça va, si c'est svelte, si c'est harmonieux, bon bah ok, pourquoi pas mettre des mocassins avec un smoking. Bon, c'est un peu osé, mais pourquoi pas. Normalement, on doit mettre bien sûr des Richelieu, mais bon, après tout, pourquoi pas. Si ça tombe bien, si c'est bien fait. En revanche, dans la vie de tous les jours, un mocassin, moi je pense qu'il est plutôt marron, ou bordeaux, ou en veau velours chocolat par exemple. C'est très joli ça. Noir, c'est un peu triste. Tout le temps mettre du noir, du noir, du noir. Le noir est réservé au deuil. Le noir est réservé au soir. Ah, le soir, oui. Après 18 heures, dans une réception, tu peux t'habiller en noir, en smoking, oui, pourquoi pas. Mais avant, pourquoi s'habiller en noir tout le temps? Bon, il y a les black métalleux qui sont habillés en noir, je peux comprendre, mais bon, c'est usant, quoi. Tout le monde s'habille en noir maintenant. On va croire qu'ils sont tous veufs ou orphelins, quoi. Non, mais c'est fou, ça. Je dis aux jeunes, là, mais arrêtez de vous habiller en noir, mettez un peu de couleur. Je peux comprendre, quoi. On peut mettre un truc noir, mais que le pantalon soit au moins d'une autre couleur, quoi. Enfin, vous êtes tout le temps habillé en noir, tout est en noir. Ça fait partie de. Je pense que c'est une angoisse actuelle. Euh, Il y a eu les punks avec nos futurs, maintenant, qui n'étaient pas forcément tous habillés en noir, d'ailleurs, les punks. Mais maintenant, on veut la facilité. Et le noir est une couleur. Alors, si tu es habillé complètement en noir, bah, à la limite, t'as pas besoin de chercher une autre couleur, quoi. En revanche,
Si tu veux mélanger du noir avec une autre couleur, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis n'oublie pas que pour ceux qui ont des vêtements en coton noir, le noir, c'est une des couleurs qui s'abîme le plus en machine à laver, hein. Surtout si le vêtement n'est pas de très bonne qualité. Je sais pas si t'as remarqué, au bout de 3 lavages, ton noir, il est plus noir, quoi. Il est gris anthracite ou gris, quoi. Normalement, dans la journée, revenons aux chaussures, bien sûr, ça serait plutôt brun, bordeaux ou marron. Et le soir, j'aurais tendance à mettre des chaussures plutôt noires. Alors, ça, c'est quand on rentre dans un truc un peu formel, hein. Sinon, non, si j'ai pas le temps, non, non, je reste habillé comme je suis. Mais si tu veux vraiment faire bien les choses, moi, je sais qu'à Paris, euh, je rentrais chez moi pour me changer et, par exemple, avec, euh, avec Nina, ma première femme, on allait souvent à l'opéra, pas pour écouter de l'opéra, mais pour voir des ballets. Donc des petits rats de l'opéra qui dansaient avec les danseuses étoiles. Et donc j'étais obligé de rentrer chez moi, me changer, me mettre en smoking et en noir. Surtout qu'on y allait le vendredi soir, et le vendredi, c'est le jour où on se met en smoking. Donc effectivement, là, j'étais en noir. Bon. Mais sinon, dans la journée, non, j'avais une veste verte à carreaux, pantalon un peu dans ce genre, chino, et des chaussures plutôt marron ou bordeaux. Alors, revenons à Weston, et le 180 peut-être, ou pas forcément. Ça dépend l'âge que tu as. Si tu as 18 ans, tu vas pas porter tu vas pas porter des Richelieu bout droit, noir. C'est un peu... C'est la chaussure la plus classique qui existe. Un peu chiant, quoi. Tu vas porter des mocassins. Alors, ça peut être des mocassins. Alors, Weston vient de sortir il y a depuis 5-6 ans. Tu as le modèle 180 qui est un modèle plutôt classique, doublé. C'est-à-dire qu'il y a devant, à l'intérieur, tu as un autre cuir intérieur. Et puis, ils viennent de sortir là des mocassins encore plus légers, non doublés, d'été. Déjà, le mocassin, c'est plutôt d'été, mais là, c'est super été, là. Non doublé. Donc, c'est plus la 180, c'est un autre nom. Enfin, peu importe, ça n'a aucune importance. Euh, Parce que c'est un mocassin, mais super léger, super pratique. Euh, Tu les enfiles comme des chaussons, quoi. Les gens veulent maintenant le mocassin, n'oublie pas, c'est presque un chausson. Par rapport à une grosse chaussure de commando où le lassage va jusqu'à là, entre le lassage jusqu'à là, la botte jusqu'à là, où tu es obligé de lasser jusqu'à là, et le mocassin, bah, c'est deux politiques différentes, quoi. Moi, j'aime pas les bottes lacées. Je préfère à la limite des bottes lisses. Ouais, c'est aussi chiant d'ailleurs que des bottes lacées, mais c'est un autre esprit. Alors, il existe des bottes, des grandes bottes d'équitation où tu triches un peu, il y a une fermeture éclair derrière. Ça existe aussi. Ah oui, Bon, pourquoi pas? Ça se discute. tu parles pas d'un Alors, 180. revenons au mocassin, oui. Le 180 est quand même le modèle le plus emblématique. C'est le mocassin le plus connu, un des mocassins les plus connus au monde. Même les Américains connaissent Weston, qui est une marque française, mais à connotation anglaise, mais c'est vraiment une marque française. Elle est faite à Limoges. Le 180 est vendu aux États-Unis et c'est un mocassin sur 10 aux États-Unis est un 180, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ils apprécient les Américains parce que, en plus, ça leur plaît parce que c'est un peu rond. Ils aiment ce qui est confortable et rond. Contrairement aux Italiens qui aiment pointu. Par exemple, Berluti fait aussi des mocassins. Le modèle Warhol, Andy Warhol. Parce que Warhol était un jour dans les années 60 est allé voir Olga Berluti et lui a demandé. Olga Berluti à l'époque était toute jeune, elle avait 17-18 ans et c'était ses vacances et elle était vendeuse dans le magasin de son oncle, quoi. Et Andy Warhol débarque et voit la gamine et lui fait ouais, vos chaussures, bah, elles sont bien, mais je voudrais un modèle pour moi. Alors, le gars Berluti lui fait mais qu'est-ce que vous aimez? Bah, les mocassins.
Mais faites-moi un mocassin qui soit un petit peu, qui sorte des chemins battus du mocassin classique qu'on voit aux États-Unis. Euh, Faites-moi un mocassin un petit peu dans votre esprit avec du cuir glacé un peu, enfin quelque chose dans votre style un peu, voilà. Et elle lui a dessiné des mocassins. Et quand il les a chaussés, il a dit mais c'est exactement ce que j'aime. Et c'est devenu le modèle Warhol, le modèle Andy Warhol quoi. Donc ce sont des mocassins qui ressemblent pas aux autres, qui sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus en forme d'obus presque. Ils sont puis avec une patine, vraiment une patine spéciale. Bon, ils sont en cuir nappa avec une patine que seul Berluti a commencé à faire. Et puis maintenant, il y a des imitations qui sont bien aussi, qui sont même des fois mieux, bah, presque. Autant, Les mocassins, t'en as tous les styles. T'as même des boots mocassins. Parce que le vrai mocassin des Indiens, il montait assez haut, hein. Il n'était pas bas comme ça, comme on a l'habitude de voir. Il montait assez haut. Un mocassin, c'est une pièce de cuir qui enveloppait tout. Maintenant, on a rajouté une grosse semelle rigide, mais au départ, les mocassins n'avaient pas de semelle rigide, hein. C'était un truc assez souple en dessous, hein. Donc, ils l'usaient, et ce qu'ils faisaient après, c'est qu'ils collaient des choses et ils cousaient des choses au fur et à mesure par-dessus. Au lieu de réparer, bah, ils cousaient par-dessus, et ça faisait une petite épaisseur. Mais c'était une enveloppe, je dirais. On peut dire que les premiers mocassins indiens, c'était une enveloppe qui enveloppait le pied, et c'est tout. C'était une pièce de cuir, plus ou moins étirée, qui enveloppait le pied. C'est ça le mocassin. Et quand, je me rappelle plus du nom du créateur de Weston, il a un nom typiquement français qui n'a rien à voir avec Weston, bien évidemment, va aux États-Unis. Bouchard. Oui, Bouchard, c'est ça, bravo. Bonne mémoire. Bon, quand Bouchard débarque dans la petite ville de Weston, il découvre le Goodyear déjà, et il découvre le mocassin. Il en avait déjà entendu parler, hein. Il savait que le mocassin existait, mais il ne l'avait pas développé encore. C'était pas du tout la mode en 1890 de faire des mocassins, bien évidemment. Il n'en fera pas tout de suite d'ailleurs quand il va revenir en France, il va continuer à faire ses chaussures classiques, mais avec le cousu Goodyear. Et par la suite, il fera aussi des mocassins. Mais c'est surtout ses enfants qui font, et ses petits-enfants qui feront des mocassins. Et le modèle 180 date d'après la Deuxième Guerre mondiale, hein, dans les années 50, hein. C'est pas du tout des modèles qui datent des années 1890, 1800. Weston date de 1860. Mais quand il va aux États-Unis, c'est 1880, 1890. Et c'est là que la marque Weston se développe, puisqu'il commence à faire des chaussures très très solides. Faut savoir que en 1830, les gens qui ont à part les bottes, les gens qui ont des chaussures un peu plus classiques, leurs chaussures sont fragiles, hein. Pas croire, hein. Les semelles sont très fines, les chaussures s'abîment facilement, elles sont des fois en feutre, elles sont pas forcément en cuir au-dessus. Il y a que la semelle qui est en cuir. Le reste est en feutre. Et les chaussures sont fragiles et s'abîment relativement facilement. Seuls les militaires et certaines personnes ont des chaussures en cuir, hein, entièrement en cuir. Sinon, la plupart des gens ont des chaussures en feutre et le reste est en cuir. Donc, dès qu'il pleut, ils ont les pieds un peu dans l'humidité, hein, dans l'histoire de la chaussure est quand même. Ça pouvait être du tissu aussi. Il y avait beaucoup de tissu, hein. Tu vois, par exemple, ces chaussons un peu sophistiqués qu'on met pour des smokings ou des choses comme ça. Moi, j'ai une paire comme ça. Euh, Beaucoup de chaussures étant aussi bien pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Ils avaient des semelles en cuir, mais le dessus était en tissu avec du fil d'or, des choses comme ça, hein. Par exemple, à la cour de Louis XIV, la plupart aussi bien Louis XIV que
que les gens qui étaient de la cour, quoi, que ce soit des nobles ou des moins nobles d'ailleurs, avaient la semelle qui était en cuir, et le dessus, c'était une sorte de velours avec des perles, du fil d'or, des choses comme ça, hein. C'était assez épais, hein. Alors bien entendu, il fallait pas qu'ils marchent dans la boue ou qu'il pleuve de trop. Mais sinon, leurs chaussures, je peux te dire qu'elles étaient solides. Elles étaient assez rigides, hein. Et puis il y avait un talon conséquent, hein. Les gens étaient moins grands que maintenant. Donc ils se rehaussaient un peu. Louis XIV était petit, il faisait 1,67 m. Il avait des talons qui faisaient 8 cm. Des talons de 8 cm, maintenant, à part Sarkozy, il y a peu de gens qui ont. Et Sarkozy a des talons qui font 5 cm, mais il y a 3 cm aussi à l'intérieur. Donc ça fait 8 cm. Il a 5 cm à l'extérieur et 3 à l'intérieur. Et il a trois fournisseurs, dont un qui s'appelle Berluti, l'autre. Alors il fait pas appel à Weston, mais il fait appel à un chausseur qui chausse surtout les artistes et les danseurs. Il y a Repetto aussi. Il fait appel à Repetto, qui normalement, non. Repetto, c'est une marque de chaussures qui fait surtout des chaussures pour danseuses et pour danseurs, qui normalement ne font pas de talons. Mais Repetto a été racheté par un grand groupe. Et ce groupe est tenu par il y a des actionnaires dedans, donc il faut que ça soit rentable. Et ils ont décidé de développer la marque Repetto. Et ils ont fait des chaussures avec des talons, etc., quoi. Donc des chaussures qui sont pas connotées denses, quoi. Un des plus célèbres artistes qui a mis des Repetto, c'est Serge Gainsbourg. Je sais pas si tu le savais. Serge Gainsbourg mettait des Repetto. C'est des chaussures un peu bizarres, très simples, mais vraiment très très simples, hein. Voilà, donc il mettait des Repetto. Marrant. C'était. Est-ce qu'il avait mal aux pieds et qu'il pouvait pas mettre toutes sortes de chaussures? C'est possible aussi, hein. Il y a des gens qui ont des problèmes de. Alors, ils sont obligés d'avoir des podologues, de mettre des chaussures un peu sur mesure. Tu sais, les gens qui mettent des chaussures sur mesure, il y en a deux sortes. Les calcéophiles et ceux qui ont mal aux pieds, quoi, qui ont des problèmes de pieds. Et 80% des bottiers, leur chiffre d'affaires, ils le font avec des gens qui ont des problèmes de pied, hein. Ils ne le font pas avec des calcéophiles. Les calcéophiles ne sont pas assez nombreux. Ça représente 20-30% de leur chiffre d'affaires, pas plus. S'ils travaillaient uniquement avec des calcéophiles, ils n'existeraient plus. C'est bien simple. Ils travaillent avec des gens qui ont des pieds déformés. Et heureusement que ces gens existent, parce que la botterie n'existerait plus en France.